départ à l'action politique. J'ai travaillé dans le domaine du social, de l'économie, sur le terrain, puis j'ai fait de la recherche au plan international, et j'aurais sans doute continué sur cette lancée-là s'il n'y avait eu 2008. 2008 et la crise financière, puis la crise économique, qui mettent à mal notre bien-être à tous, partout, aujourd'hui, et il faut bien le craindre aussi demain. 2008 qui met aussi en péril la construction européenne. Une histoire magnifique qui fait rêver tant de peuples. 2008 qui m'a amené ici aujourd'hui, qui m'a poussé à aller au-delà de ma stupéfaction, suivie de mon indignation, et qui m'a ensuite amené à vouloir passer à l'action. Passer à l'action avec le mouvement de gauche, avec tous ceux qui, nombreux, en quelques semaines, ont déjà choisi de rallier ce mouvement. Et Éric et moi, nous vous proposons à présent d'entendre quelques-uns des témoignages de ceux qui ont déjà choisi de rallier le mouvement. Vous l'entendrez, ce sont des témoignages divers, car il s'agit de simples citoyens, de personnes qui ont déjà une expérience en politique ou qui n'en ont pas, de salariés, de personnes qui ont œuvré dans le monde syndical, mais aussi d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent à leur compte ou qui ont créé leur petite entreprise. C'est tout ce bouquet de témoignages que nous allons vous proposer maintenant. Et je cherche Patrick Durengard. La foule est nombreuse. Patrick, la parole est à toi. Je n'ai pas répondu à mon mail. Bonjour. C'est impressionnant de vous voir si nombreux aujourd'hui. C'est un grand jour pour la nouvelle gauche. C'est une première étape pour la gauche de transformation sociale et écologique. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Petit-fils d'ouvrier, fils d'ouvrier, ouvrier moi-même pour payer mes études, j'ai découvert très tôt les injustices sociales et je me suis engagé dès 14 ans et commencé à militer. Comme de nombreux immigrés italiens, espagnols, polonais ou venus d'ailleurs, venus travailler dans les mines pour simplement faire vivre leur famille, mes grands-parents polonais ont vécu directement les difficultés liées au capitalisme. Mon père, très jeune, a perdu ses parents, usé par le travail et la misère. Et pour sortir du chômage, plus tard, j'ai créé ma petite entreprise et rapidement j'ai été étonné, stupéfait de la compétition, de la folie de cette compétition qu'il y avait autour de moi, de la concurrence dite libre, concurrence libre et non faussée, où tous les coups sont permis, où pour beaucoup, ce qui compte, c'est l'argent et rien d'autre. La Grèce est à cet égard un exemple important, un laboratoire pour casser les acquis sociaux que nos grands-parents, que nos parents ont arrachés. Savez-vous combien d'entreprises en Grèce ont fait faillite depuis le début de la crise en 2008? Je vais vous dire 250 000 entreprises en 4 ans, soit 6 fois et demi plus qu'en Belgique. Ça vous montre une idée importante de la crise en Grèce. En Grèce, 25% de la population est au chômage. Il n'est pas rare maintenant
autour du 20 du mois, de voir des dames âgées faire les poubelles. Parce que tout simplement, avec moins de 500 €, il n'est plus possible de vivre. Et des larmes comme ça pourrait être ma mère, ça pourrait être votre mère. Et ma mère, justement, aujourd'hui est dans cette salle, et elle n'a pas toujours eu facile dans sa vie. Et elle doit savoir que jamais on la laissera tomber. Savez-vous ce qui se passe dans la société? Pendant qu'une minorité se gare, qu'on surnomme le 1%, le nombre de SDF se multiplie dans les rues. Et le SDF, c'est simplement un autre mot pour indiquer et ne pas citer le terme de pauvre. La peur du déclassement social joue un rôle terrible dans la diffusion de l'égoïsme social. Avez-vous remarqué que la visibilité des pauvres, sauf bien sûr dans les quartiers des riches, ne tracasse pas le système, alors qu'il prouve son échec humain? Plus il y a de pauvres visibles, plus on craint de le devenir. Et moins on se bat de peur de perdre ce que l'on a. Et moins on se bat, plus la déréglementation avance et plus il y a de nouveaux pauvres. Cet enchaînement aux allures de machines infernales explique qu'autant de gens augmentent leurs revenus de façon aussi indécente et que si peu se révoltent. C'est un monde qui tourne fou. Prenons l'exemple récent d'un joueur de football bien connu qui gagne 500 000 € net par mois. Apporte-t-il plus de valeur qu'une infirmière qui s'occupe de la collectivité? Apporte-t-il plus de valeur qu'une enseignante qui s'occupe de l'avenir de l'humanité? Apporte-t-il plus de valeur qu'un chercheur qui travaille sur les virus et qui peut sauver des milliers de vies? C'est combien 500 000 €? Moi-même, c'est difficile à imaginer. Et d'ailleurs, j'en vois dans la salle qui essaye de convertir ça en francs belges pour avoir une idée. 500 000 €, c'est 362 fois le salaire d'un éboueur. Ça veut dire concrètement qu'en un an, j'ai bien dit en un an, il gagne 362 années de salaire d'un éboueur. 500 000 €, c'est 299 fois le salaire d'un employé de bureau. Donc ça veut dire en un an, il gagne 299 années de salaire d'un employé. Imaginez. Et pour un médecin, c'est 203 années de salaire en un an. Imaginez une ville sans éboueur, sans médecin pendant un mois. Et vous verrez ce qui est important. Hélas, il n'est pas le seul dans son cas. Dans le secteur privé et public, nous avons aussi des top managers avec des salaires mirobolants. Pensons à Didier Bellens de Belgacom, qui gagne 2,5 millions d'euros bruts par an. Pensons à Carlos Brick de chez Inbev, vous savez, Jupiler, qui gagne aussi 2,5 millions d'euros par an brut. Albert Frère, bien connu pour ceux qui ont travaillé dans la sidérurgie, il y a très longtemps, 4 millions d'euros par an. Et on pourrait continuer la liste, hélas, qui serait très longue. Alors, face aux inégalités dues au capitalisme, il ne faut pas avoir peur de prendre. Et prendre beaucoup à ceux qui sont en haut. Et fixer un salaire maximum au-dessus duquel on prend tout. La société de consommation
nous a promis le bonheur. Et qu'en est-il réellement? Une enquête récente du journal Le Soir nous rappelle que les Belges sont mal dans leur peau. 8% déclarent avoir tenté de se suicider. 8% de la population. 10% souffrent d'angoisse et de dépression. 45% craignent de tomber dans la précarité. 57% se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. 57% ont besoin d'un accompagnement psychologique. 57%. Mais dans quelle société vivons-nous pour avoir ce genre de choses? Devant tout cela, nous devons résister. Nous devons résister. On ne peut pas accepter ça. Résistance, tout à fait. Nous devons résister à la vieille rengaine du capitalisme, de l'impuissance devant ce même capitalisme. Quand Estrabel refuse le blocage des prix de l'énergie, l'État a enfin montré qu'il ne se laisserait pas faire. Il a retrouvé pendant quelques instants son pouvoir politique, le seul vrai pouvoir de l'État. Nous devons aussi résister à la société productiviste qui crée l'illusion du bonheur par l'achat de biens de consommation, dépassé rapidement avec la conséquence dramatique que nous avons une grave crise écologique et la destruction de notre écosystème. C'est la première fois dans l'histoire que le capitalisme crée les conditions non seulement de sa propre destruction, mais aussi de celle de la disparition de la vie de l'espèce humaine sur Terre. L'expérience montre que le bonheur n'est pas dans l'accumulation de biens, mais dans la création de liens avec nos semblables, avec nos frères humains. Moins de biens et plus de liens. Nous devons résister à la soumission des marchés et du capitalisme financier qui nous entraîne dans la barbarie. Pensons à la Grèce qui, après 9 plans d'austérité voulus par les marchés, les banques et la Troïka, et la population est à bout. Pendant qu'on en impose des sacrifices aux travailleurs, où est la régulation des banques? Où est la régulation des marchés? Nous devons partager les richesses et abolir l'insécurité sociale rampante. Alors, comme le disait quelqu'un dans la salle, nous devons résister. Parce que la solution que nous avons, c'est de résister à cette barbarie qui vient à nous. Face à cette situation inhumaine, la revendication, l'humain d'abord, c'est pour nous avoir l'assurance que quoi qu'il se passe, personne, j'ai bien dit personne, ne doit être laissé sur le bord du chemin, ne doit être abandonné. Amis, citoyens, et maintenant, je l'espère, camarades, vous ne savez peut-être pas si c'est possible de réussir avec le mouvement de gauche, mais nous savons tous ensemble que cela est nécessaire. Avec notre résistance, nous ne sommes plus dans le temps de la petite politique. C'est une page d'histoire que nous allons écrire tous ensemble. Tous ensemble, Merci Patrick. Nous avons entendu